Madame, Monsieur, bonsoir. Voyons les titres au sommaire de ce journal. Le lancement de 500 concours administratifs de la fonction publique et les concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Une session 2023 qui annonce des innovations telles que le relèvement de l'âge limite pour faire acte de candidature, de nouvelles mesures pour améliorer l'employabilité en Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture et de la Francophonie visite le musée du Quai Branly à Paris. Les objectifs de cette mission sont de l'ordre de la coopération culturelle et la restitution d'œuvres du patrimoine ivoirien, précisément le retour du Djidji Ayokwe, tam-tam parleur du peuple Hatcha. Et nous ouvrons aussi dans ce journal une mission d'enrôlement des Ivoiriens résidant en Turquie et en Géorgie, une opération conduite par le ministère des Affaires étrangères pour le renouvellement des passeports. Bienvenue à tous. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre officiellement cette nuit du 17 avril au 18 avril, la nuit du destin, une nuit qui vaut plus de 1000 mois d'adoration selon le Coran. Et le président de la République, Alassane Ouattara, prenait part à la cérémonie officielle tenue dans la grande mosquée de la rivière Golfe. Cette semaine s'ouvre avec le lancement de 500 concours administratifs de la fonction publique et les concours d'entrée à l'ENA. Pour cette session 2023, le ministère de la fonction publique prévoit dématérialiser le dépôt des candidatures. Les inscriptions sont attendues en ligne du 24 avril au 9 juin prochain. Il est aussi annoncé le relèvement de 2 ans de l'âge limite de candidature des concours administratifs. Les épreuves écrites, elles sont prévues du samedi au dimanche du 12 août au 24 septembre 2023. Mais avant ces dates, je vous propose de revenir sur le lancement de la cérémonie de ces concours avec notre reporter Grace Kando. Transparence, équité, célérité, c'est sous ce triptyque que la ministre de la fonction publique lance simultanément ce lundi 17 avril les concours administratifs et ceux de l'École nationale d'administration au titre de la session 2023. Au directeur général de la fonction publique d'annoncer les innovations. Cette année 2023, lorsque vous vous inscrivez en ligne, il y a un minimum de dossiers qu'on va vous demander de charger en ligne. C'est notamment votre photocopie du diplôme. On vous demandera également en ligne de mettre une copie de votre CMI. Et c'est ce dossier minimum-là qui vous permettra de vous inscrire et de continuer le processus jusqu'à la composition. C'est seulement ceux qui seront admis à la suite du processus qui seront invités à venir déposer le dossier complet. Pour ce qui concerne les limites d'âge, c'est une mesure exceptionnelle. Pour cette année, les limites d'âge ont été augmentées de 2 ans. Des innovations qui concernent également l'École nationale d'administration. Pour les concours directs, c'est l'insertion du casier judiciaire qui résulte du fait que désormais, tout candidat déclaré définitivement admis à entrer à l'ENA va faire l'objet d'une enquête de moralité avant de commencer effectivement le programme de formation à l'École nationale d'administration. Les candidats professionnels produisent une copie de l'attestation de non-sanction disciplinaire délivrée par le Conseil de discipline de la fonction publique pour les fonctionnaires en général et pour le Conseil de discipline sectoriel. Désormais, la copie de l'attestation soit signée par le ministre ou son représentant ou le directeur de l'EPN dont relève l'intéressé, qui autorise donc celui-ci à présenter sa candidature. La phase des inscriptions en ligne à ces différents concours démarre le lundi 24 avril pour s'achever le vendredi 9 juin prochain. Je voudrais encourager les futurs candidats à apprendre les bonnes pratiques. Je voudrais les encourager à faire confiance à leur administration et à se rendre définitivement à l'évidence qu'on ne paie pas pour entrer à la fonction publique. On ne paie pas pour entrer à l'ENA. Le lancement officiel des compositions au concours administratif 2023 est prévu à Daloa le samedi 12 août prochain. Et nous revenons sur la mission en France de la ministre de la Culture et de la Francophonie dans le cadre de la coopération culturelle. Également le retour du Djidji Ayokwe, tam-tam parleur du peuple Hatchan. La ministre s'est rendue au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, dans le 7e arrondissement
de Paris. C'est un musée qui raconte l'art et les civilisations des 4 coins du monde dans ce voyage que nous rapporte Issa Chunayeo. Après les séances de travail avec des institutions internationales, la ministre de la Culture et de la Francophonie a achevé sa visite en terre française au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Une visite appréciée par le président de l'établissement. C'est toujours avec grand plaisir qu'on accueille Madame la Ministre, qui vient heureusement nous voir assez régulièrement et qui permet aussi de construire ensemble un partenariat riche et profitable des deux côtés autour de la question des collections ivoiriennes. Françoise Rumac met à profit cette visite pour préparer le retour du tam-tam parleur Djidji Ayokwe et la coopération entre son département et le musée du Quai Branly. Nous sommes très engagés ensemble sur la question de la restitution et surtout et particulièrement de la question du retour du tambour. Nous avons eu l'occasion de le voir. Il est aujourd'hui restauré. Mais au-delà du retour, ce dont nous avons parlé, c'est bien sûr de la manière dont nous souhaitons que ce bien revienne en Côte d'Ivoire. Bien sûr pour la communauté qui l'attend avec impatience, mais aussi pour cette opportunité qui nous permet de construire un regard croisé à travers des écoutes, à travers un échange. Au cours de cette même journée, la ministre de la Culture et de la Francophonie a échangé avec des hommes de la mode en France et visité une galerie d'art. Très heureuse d'accueillir Madame la ministre de la Culture à La Villette pour présenter le dispositif des microfolies. Les microfolies, c'est un dispositif très modulable qui permet d'accueillir dans n'importe quel lieu un musée numérique avec des collections des images haute définition qui sont proposées par différents musées d'envergure nationale ou internationale. Nous sommes en train de préparer la Coupe d'Afrique des Nations et qui aura lieu début 2024. Et nous considérons que la culture devra aussi avoir sa place autour de ce grand moment, autour du football africain et même mondial. Et nous avons mis dans notre feuille de route, puisque, comme vous le savez, nous souhaitons participer sur la vision autour de la jeunesse, puisque l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Il nous fallait aussi trouver des mécanismes ou des dispositifs qui nous permettent à la fois de détecter des talents créatifs ivoiriens qui sont nombreux et d'avoir aussi des lieux de diffusion ou des mécanismes de diffusion souples. En somme, cette visite de travail a été l'occasion pour Françoise Rumac de montrer à Paris, en France, auprès des partenaires au développement, les potentialités des jeunes à faire de la culture un secteur pourvoyeur d'emplois et rentable à l'économie ivoirienne. Une dynamique qui passe par la concrétisation de la mise en œuvre des industries créatives culturelles ICC. Une bonne nouvelle pour les Ivoiriens vivant en Turquie et en Géorgie. Il est désormais possible pour eux de se faire établir et renouveler leurs documents officiels de voyage, donc leur passeport, sur ces territoires de résidence. Une mission d'enrôlement est en cours selon ce rapport de Laure Goretti et Jean-Marc Djadji. Désormais, les Ivoiriens vivant en Turquie et en Géorgie pourront renouveler leur passeport à l'ambassade. Une opération d'enrôlement des ressortissants résidant dans ces deux pays est donc lancée. Un grand soulagement pour nous les Ivoiriens en Turquie. Ça fait des années qu'on attendait ce jour. Ce jour revêt une grande importance pour la communauté des étudiants ivoiriens résidant en Turquie. Nous avons tous été heureux d'apprendre la possibilité pour nos compatriotes de renouveler leur passeport sur le sol turc. Une mission du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu en Turquie et en Géorgie afin de constater l'effectivité de ces nouvelles mesures. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui au plus haut niveau de l'État a donné des instructions afin que cette opération puisse se tenir au grand soulagement de la communauté ivoirienne de Turquie. Pour sa part, le chef de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a souligné l'importance que les autorités ivoiriennes accordent
à cette opération et invite les présidents des associations d'Ivoiriens à mobiliser leurs membres. Nous avons pu voir effectivement que nos compatriotes attendaient cette mission et c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes là et heureux de voir que nos compatriotes verront enfin leurs préoccupations trouver une issue définitive et favorable. Les opérations d'enrôlement des ressortissants ivoiriens se dérouleront dans les autres pays d'accueil. Nous parlons à présent de coopération et de développement institutionnel. Un mémorandum d'entente acte le partenariat établi entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. C'est un partenariat pour le développement durable selon Michel Digré. Dans le souci d'élargir son champ de coopération aux organisations partageant les mêmes centres d'intérêt, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et le système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire établissent un mémorandum d'entente. Paraphé par le président du CESEC, Dr Aka Awele, et Philippe Poinceau, coordonnateur pays du SNUD, ce partenariat vient concrétiser le vœu de la mise en place d'une plateforme d'échange entre les deux institutions émis lors des échanges en février dernier. Ce cadre partenarial que nous signons aujourd'hui va nous permettre de renforcer notre partenariat en faveur des objectifs de développement durable, d'augmenter les opportunités d'échange, de faciliter la collaboration entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel et les entités qui composent le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et de faire le suivi, bien sûr, de nos interactions pour le bénéfice des populations vivant en Côte d'Ivoire. En tant qu'organe consultatif de dialogue et de concertation, le CESEC, avec ce partenariat, sera mieux outillé pour émettre des avis qualitatifs sur les défis de développement qui s'imposent à la Côte d'Ivoire, notamment dans les plaidoyers en faveur de la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ces avis, pour être véritablement pertinents, doivent être placés sous le sceau de la rigueur, de l'expérience et la prise en compte des attentes de la population. À travers cet acte majeur, je nourris l'espoir, Monsieur le coordonnateur résident, de voir la signature de ce mémorandum d'entente apporter une impulsion nouvelle au dynamisme de notre institution. Vous pouvez compter sur chacune et chacun des membres de notre Assemblée consultative. Vous pouvez compter sur notre détermination et notre engagement à cotiser nos intelligences et nos expertises afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour donner pleine vie à ce partenariat et répondre ainsi à nos attentes respectives. Ce mémorandum d'entente permettra d'accélérer la mise en œuvre des projets de développement durable en Côte d'Ivoire en partenariat avec le système des Nations Unies pour le développement et les autres agences des Nations Unies. 3 unités industrielles prises en délit de fraude dans les communes de Yopougon et d'Abobo. Elles avaient pour pratique illégale le reconditionnement de bouteilles de gaz domestiques. On voit cela dans cet élément rapporté par Lanciné Bakayoko. Nous sommes à Abobo, non loin de l'hôpital militaire d'Abidjan. Dans cet espace où ils ont installé une unité industrielle clandestine de reconditionnement de bouteilles de gaz butane, les trafiquants sont pris la main dans le sac. C'est ici que je travaille. Ils chargent les bouteilles de gaz et aussi les bouteilles de gaz des fourchettes des sociétés. C'est du gaz butane destiné aux ménages, donc subventionné, qui est non seulement transvasé, mais également détourné pour d'autres usages, notamment comme du carburant. Toujours à Abobo, au quartier Gotham, à proximité du marché, 3 citernes ont également été interceptées. La descente effectuée par les services de la direction du suivi et de la réglementation des hydrocarbures a permis aussi de détruire une 3e unité illégale, cette fois à Yopougon Banco, côté Phoenix. Le transvasement du gaz, un véritable danger au niveau sécuritaire, mais surtout une grosse perte économique. La dette contractée auprès du raffineur via les subventions ayant quasiment franchi aujourd'hui la barre des 65 milliards. Monsieur le ministre est très regardant là-dessus, qui a instruit
toutes ces équipes chargées de la lutte contre la fraude à l'effet d'intensifier les contrôles afin de démanteler tous ces réseaux qui aujourd'hui sont en train de prendre l'ampleur sur toute l'étendue du territoire. Dans les prochaines semaines, la traque devrait s'étendre aux villes de l'intérieur. Une offensive à encourager, d'autant que si cette pratique frauduleuse n'est pas vite éradiquée, le déséquilibre financier auquel fait face le secteur du gaz butane risque de se creuser davantage, aux grandes dames des ménages et de la fortune publique. Dans le Tchologo, des sites d'accueil sont en construction pour l'hébergement de ressortissants du Mali et du Burkina Faso, réfugiés en Côte d'Ivoire du fait de la situation d'insécurité de leur pays. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est rendu sur les chantiers de ces centres d'accueil. Dans cette visite que rapporte Kader Sogodogo. Ouangolodougou, c'est au son du balafon que Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, est accueilli. La ville aux deux frontières abrite la deuxième session du Conseil régional du Tchologo dont il est le président. Des rencontres tournantes pour mieux coordonner les actions de développement. Nous avons le souci d'être en symbiose avec les populations en matière de développement. Il est important que nous puissions ensemble nous rencontrer pour souvent faire le point donc des avancées, de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, pour que nous puissions, à travers le mandat que vous nous avez confié au niveau du Conseil régional, essayer de faire ce que nous pouvons faire pour répondre beaucoup plus à votre attente. Et bien entendu, il y a un point important au cours de cette réunion, c'est le budget modificatif. Le budget du Conseil régional du Tchologo, grâce à une dotation spéciale de 3 milliards de francs CFA et un report d'investissement d'environ 3 milliards de francs CFA, s'établit désormais à 8 milliards de francs CFA, de quoi booster les actions de développement. Autre fait majeur au cours de ce conseil, dans le département de Ouangolodougou, le nombre de ressortissants burkinabés qui ont dû fuir leur pays pour vivre en Côte d'Ivoire va croissant. Le Conseil national de sécurité a dû prendre des mesures pour le bien-être de ces réfugiés et faire valoir la réputation de pays d'hospitalité dont jouit la Côte d'Ivoire. Un centre de réfugiés est en construction. La Côte d'Ivoire est connue comme un pays de paix et de fraternité. Il était important que nous puissions encore recommander à nos parents d'accueillir de façon fraternelle ces réfugiés. C'est vrai que l'État a pris ses responsabilités pour ériger des sites d'accueil qui sont en cours, qui bien entendu trouveront donc une solution très rapidement. Mais pour le moment, nous devons apporter assistance aussi bien aux familles d'accueil qu'aux réfugiés eux-mêmes. Et bien entendu, nous allons avec mon conseil régional voir qu'est-ce que nous pouvons faire en urgence pour essayer de soulager les familles d'accueil. Pour cette deuxième session du Conseil régional du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avait à ses côtés le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, fils du Tchologo, et le général Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district des Savanes. Autre réunion, cette fois dans le district du Bassa-Sandra, le calendrier des activités et le budget des actions pour l'année 2023 sont adoptés. La cohésion et le partage sont aussi au nombre des objectifs du district, avec un don en vivres donné à la communauté musulmane en soutien à cette période de jeûne du mois de Ramadan. Le point avec Sam Kona. Première session ordinaire de l'année 2023 du Conseil du district autonome du Bassa-Sandra. En présence du corps préfectoral, des élus et cadres, de la chefferie traditionnelle et de la société civile. Après lecture des différents rapports, les projets de programme d'activité du cadre organique des emplois et du budget pour l'exercice 2023 ont été examinés et adoptés par les conseillers présents. Cette première session de l'année 2023 est l'occasion pour le ministre-gouverneur Philippe Légré de faire le point des acquis et d'annoncer les projets à venir. Au titre des acquis, il est à noter que nous avons achevé toutes les études à nous demander dans les décrets et nous avons achevé les études de faisabilité au nombre de 10. Il faut dire que nous avons créé également les conditions d'investissement et de telle sorte que les investisseurs doivent venir pour
s'installer ici également. Après la tenue de la session, le ministre-gouverneur Philippe Légré a fait don de 6 tonnes de sucre et de 6 tonnes de riz à la communauté musulmane en cette période de jeûne musulman. Et ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le mardi 18 avril 2023. Le lendemain de la nuit du destin est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et nous poursuivons, parlons toujours du mois de Ramadan, un mois outre les acquis qui fait également la promotion des valeurs de partage. Et à cet effet, le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, a fait don de vivres aux communautés musulmanes des villes de Ferkessédougou et de Korogo à l'occasion du mois de jeûne du Ramadan, un point que rapporte Kader Sogodogo. Mosquée principale de Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Djologo. Des sacs de riz et de sucre sont disposés. C'est un don de Tiemoko Mélié-Koné, vice-président de la République en cette période de jeûne musulman. Une marque de solidarité saluée par les guides religieux. Vraiment, on est comblé de joie. Le vice-président nous a donné près de 100 sacs de sucre, 100 sacs de riz, de prendre ça et de partager à nos fidèles qui sont vraiment des démunis, des nécessités. Vraiment, on prie pour lui, que Dieu le garde beaucoup longtemps parmi nous. Amen. Et on prie encore pour le pays. Et directement, on prie pour le président de la République. Après Ferkessédougou, cap est mis sur Korogo, chef-lieu de la région du Poro. À la grande mosquée de la ville, le même don est offert. Le mois de Carême, c'est un mois vraiment qui est difficile. S'il y a quelqu'un, surtout votre vice-président, il vient vous donner quelque chose, vraiment tout le monde est content. Et avant ça, le président Alassane Mam, il a fait pour lui, avant qu'on ait commencé le Carême. On fait doua pour eux et pour nous aussi, pour la Côte d'Ivoire, pour tout le monde. Même ceux qui ne sont pas musulmans. Partage et solidarité animent le donateur. C'est la terre de son père, Ferkessédougou. Le vice-président a beaucoup de relations avec Korogo. Il a pensé aux musulmans de ces deux localités, même, je dirais même au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Bon, nous avons commencé à sillonner ces premières villes, mais je crois que le chemin va se poursuivre, Inch'Allah. Le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, a également offert le départ au Hajj 2023 à des musulmans sans moyens de Ferkessédougou et de Korogo. Et dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, c'est la rupture collective qui rassemble les populations dans cette commune et qui prône également la tolérance et le partage selon ce rapport de Constant Kokora et Abou Sanogo. Ramadan, mois de piété, de solidarité et de partage tel que recommandé par l'islam, permet aux fidèles musulmans de se réunir dans une communion fraternelle. C'est ce qu'a fait la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, par ailleurs maire de la commune d'Abobo Kandia Kamara, en se rendant à la mosquée Fatma Zahra du quartier Sagbe. Comme vous pouvez le constater, nous sommes déterminés à faire en sorte que la population d'Abobo passe cet important mois dans de bonnes conditions. À cette rupture collective de jeunes, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara n'a pas dérogé à la tradition. Elle est venue les bras chargés de dons composés de vivres pour accompagner les fidèles musulmans dans ce mois de pénitence. En retour, elle a reçu des présents en signe de reconnaissance. Kandia Kamara a annoncé à cette occasion qu'une opération de chaîne de la solidarité a été mise en place en vue de soutenir les plus vulnérables. Nous avons lancé l'opération La chaîne de la solidarité le 1er avril dernier avec la remise de kits alimentaires
à plus de 5000 familles. Pour sa part, l'imam de la grande mosquée d'Abobo a dit des bénédictions en faveur du chef de l'État Alassane Ouattara, du gouvernement et de la Côte d'Ivoire et n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude face à ce geste. On est très heureux pour le bien qu'il vient de faire, pour l'échange avec la communauté de Sagoué Céleste. Avant de prendre congé de ses hôtes, Kandia Camara les a informés de la réalisation de plusieurs édifices actuellement en chantier, notamment le CHU, le palais de justice, l'échangeur, la casse Mourdaine et le reprofilage des routes. Des projets qui, selon elle, feront de la commune d'Abobo l'une des plus attractives du district d'Abidjan. De soutien à la communauté musulmane pendant cette période du mois de Ramadan se poursuit jusque dans le Cavali avec cette importante quantité de vivres et non-vivres donnés à cette communauté musulmane par la ministre Anne-Désirée Ouloto, également présidente du conseil régional du Cavali, selon ce développement de F. Boué. 17 tonnes de vivres et non-vivres composés entre autres de riz, de sucre, de lait, d'huile, de savon pour les communautés chrétiennes et musulmanes de la région du Cavali en ces moments de carême. C'est un don de la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, un geste apprécié par les bénéficiaires. Au nom de la communauté musulmane, je vous dis merci. Merci d'avoir pensé à la communauté comme vous le faites toujours chaque année et à tout moment. Pour la présidente de la région du Cavali, il s'agit d'exprimer sa solidarité. Il est tout à fait normal au moment où nous vivons cette période de grande spiritualité, la solidarité, le partage, la générosité soient accélérés. Parce que c'est par la solidarité, c'est par l'amour de l'autre, c'est par l'amour du prochain que nous nous sommes engagés pour diriger la région du Cavali. Une autre action solidaire, Anne-Désirée Ouloto a rendu une visite de compassion aux familles des 4 enseignants du lycée moderne de Guiglo, victimes d'incendie dans la nuit du 5 au 6 avril dernier au quartier Douane. Les victimes ont reçu des vivres et des numéraires. Et une note d'humour dans ce journal avec la caravane Bonjour du groupe RTI, cette fois dans la ville de Touba. Et là-bas, les valeurs de solidarité et de fraternité ont été particulièrement transmises aux populations, selon ce rapport de Pargassoro Koné. Ce sont les filles et les fils de Touba, ville située dans la région du Bafing, qui ont effectué nombreux le déplacement à la place Assiboué pour ne pas se faire compter l'événement du jour. L'émission Bonjour de la RTI présente pour la 2e fois dans leur localité. Les humoristes, eux, n'ont pas manqué de professionnalisme et d'imagination pour arracher le sourire aux populations. 23 ans, il est en France. Quand on lui demande l'argent, il refuse. Il change de numéro, il change de quartier. Un jour, il est parti en boîte. Dès qu'il est rentré dans la boîte, il dit ça va aux toilettes. Dès qu'il est rentré dans la toilette comme ça, il est sorti au village. Grâce à vous en Afrique, la NACAD a un sens. Grâce aux populations du Bafing, nous avons le complexe sucrier de Borotokro. Le directeur général, M. Fosseni Dambélé, je vous dis merci pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le parrain, le ministre Moussa Sanogo, vu la forte mobilisation, a tenu à exprimer toute sa gratitude aux populations avant de les inviter à plus de solidarité et de cohésion. Nous sommes très heureux de ce moment de cohésion qui permet à tout le monde de se retrouver, d'apprécier la douceur de vivre de Touba, d'apprécier également la douceur de vivre de la Côte d'Ivoire, mais également de se remémorer que nous sommes un seul peuple et que ce peuple-là va travailler durement pour faire en sorte donc qu'il ait le développement. Autorités administratives, élus et cadres, mais aussi chefs traditionnels, filles et fils de la région, très heureux des différentes prestations. Le spectacle s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. On s'est amusé. Je suis très contente, ça a été bien, le show a été chaud. On veut encore l'année prochaine. Bonjour à Touba a vu la participation du ministre des Sports, dont Claude Paulin, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ils se réjouissent d'avoir pris part à cette fête de l'humour.
Et l'actualité hors de nos frontières, les affrontements au Soudan se poursuivent. Plus de 180 morts et 1800 blessés en 3 jours. C'est le bilan indiqué ce lundi 17 avril par le chef de la mission de l'ONU au Soudan, suite au combat entre les 2 généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Les combats se poursuivent donc entre les forces armées soudanaises dirigées par Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, dont le patron est le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Ahmed-T. C'est une situation qui suscite l'inquiétude de Washington. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et excellente nuit du destin à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. On se retrouve demain.